faisant et puis un oiseau tombé du nid. C'est étrange, c'est étrange. Les deux yeux grands ouverts comme s'ils s'étonnaient de tout. Ça lui donne un drôle d'air un peu comme un hibou. C'est étrange, c'est étrange. Est-ce qu'il entend les remarques sur son passage? Est-ce qu'il sent les regards posés sur son visage? Il vit dans un autre réel, revient de loin. L'enfant, comme tombé du ciel, c'est un ange bien étrange. Il vit dans un autre réel, revient de loin. L'enfant, comme tombé du ciel, c'est mon ange, mon étrange. Vous êtes déjà là? Bon bah c'est parti du coup. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, dans l'épisode précédent, je vous avais annoncé que le vlog contiendrait essentiellement 3 sujets, à savoir 1. L'autisme, 2. La communication, 3. La parentalité. Mais évidemment, derrière ces 3 mots se cachent beaucoup d'interprétations différentes, et donc du coup, dans cet épisode, je vais m'attacher à vous donner les définitions les plus précises possibles de ce que moi j'entends comme signification derrière ces 3 termes. Je le fais pour que nous puissions partir sur des bases communes qui nous serviront de référents plus tard, et que vous entendiez déjà des mots qui vont être récurrents à travers tout le vlog. Je le fais parce que souvent on croit connaître l'autisme, mais en fait, on se rend compte qu'on a très peu d'informations, finalement, le grand public a peu d'informations sur le sujet. Alors ça va être un petit peu plus scolaire et un petit peu plus didactique que d'habitude, donc accrochez-vous bien, mais c'est important. Alors, autisme est un mot inventé vers 1910 à partir du grec ancien, autos, qui signifie soi-même. Oui, il semblerait que initialement l'attitude des autistes ait été considérée comme introvertie, tournée vers soi-même. Je ne comprends pas très bien pourquoi. Il apparaît pour la première fois dans les écrits d'un psychiatre suisse nommé Eugène Bleuler, qui perçoit alors l'autisme comme une des stratégies que peut utiliser un schizophrène pour se positionner dans son contact par rapport au réel. Actuellement, l'autisme est considéré comme une condition neurologique, un état quoi, une situation, qui induit des dérèglements comportementaux dans principalement 3 domaines. Les centres d'intérêt, que l'on va décrire comme étant restreints ou stéréotypés. Les interactions sociales, évidemment puisque ça dépend très fort des 2 autres points. Et la communication, qui peut être verbale ou non verbale. C'est généralement ces 3 aspects, ces 3 angles d'approche qui sont étudiés par le corps médical pour dépister la présence de troubles autistiques. C'est ce que l'on a nommé pendant longtemps la triade autistique. Ah oui, alors à ce sujet, je suis parfaitement conscient que dans la dernière édition du DSM, le manuel de diagnostic et de statistique des troubles mentaux, la 5, qui date de 2013, et qui est le principal livre de référence des médecins psychiatres, les troubles du langage ont été éliminés des axes de diagnostic, parce qu'ils ont été jugés trop communs avec d'autres pathologies, et donc peu révélateurs de l'autisme. Mais moi, je vais les garder. C'est un choix personnel. Oui, je sais, c'est arbitraire et un peu à contre-courant, mais je vais vous expliquer pourquoi. En effet, même s'il y en a de nombreuses et qu'elles soient toutes très intéressantes, pour moi, comme pour beaucoup de personnes, la forme la plus évidente de communication est le langage. Et il se trouve que la communication, et très particulièrement la parole, l'acte de prendre la parole, est une de mes obsessions personnelles depuis toujours. Oui, dans ton cas, je pense qu'on peut même dire intérêt restreint, je crois. Ça, c'est la première des raisons pour laquelle je retiens les troubles du langage dans mon analyse. Mais ce n'est pas la seule. Car il se trouve que mon fils, Sirius, présente une très forte tendance à faire ce qu'on appelle de l'écholalie, qui est le phénomène de répéter des phrases, des mots ou des syllabes, et que du coup, ça me paraît très pertinent. Et d'ailleurs, déjà ici, la linguistique va nous permettre de comprendre un peu mieux le sujet,
puisque nous parlons bien de troubles. Explication simple du trouble. Ceci c'est du café. Ça c'est du café troublé avec du lait. C'est comme du café, mais un petit quelque chose en plus. Et de spectre autistique. Au sens large et ouvert pour décrire un éventail de possibilités. Car il faut savoir que les manifestations de ces troubles autistiques sont spécifiques à chaque individu atteint. En d'autres termes, chaque autiste sera unique dans l'expression de sa condition, non seulement par rapport à un autre être humain, on va appeler neurotypique par opposition, mais j'aime pas beaucoup les oppositions, du coup je préfère dire non-autiste. Mais également par rapport à un autre autiste. Oui, un peu comme dans la vie quoi, tous pareils, tous égaux, mais tous différents. L'autisme n'est donc absolument pas une maladie au sens viral populairement admis. On n'attrape pas l'autisme en couchant avec un autiste sans protection, non. Et on n'en guérit pas non plus grâce à un médicament miracle ou à un hypnotiseur particulièrement adroit. Non, non, non. On est autiste, à la naissance. Ou pas, hein, c'est pas une obligation. C'est pas un choix non plus d'ailleurs. Et on apprend à devenir, par différents stratagèmes et avec plus ou moins de succès, à devenir fonctionnel à l'intérieur d'une société donnée, malgré cette condition. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'OMS le considère comme un handicap. Car si l'on s'en tient à la stricte valeur sémantique des mots, le terme de maladie ne cadre pas du tout. Oui, parce que pour avoir une maladie, il faut qu'il y ait une origine connue et une mise en danger directe de la santé physique de son porteur. Pas plus d'ailleurs que le terme syndrome, qui sous-tend une pathologie liée à un traumatisme. Oui, c'est vrai, mais on peut aussi utiliser le terme de syndrome comme idée de regroupement de différentes pathologies. Et c'est comme ça qu'on a nommé le syndrome d'Asperger, qui est déjà un peu plus connu, et qui est d'ailleurs intégré à l'intérieur de la classification des TSA. Et donc, in fine, la définition qui lui colle quand même le mieux, c'est bien celle de handicap, puisque littéralement, un handicap décrit l'imitation d'un individu à interagir avec son environnement, menant éventuellement à des difficultés physiques, psychologiques ou sociales. La cause. Alors, actuellement, on ne sait absolument pas ce qui cause l'autisme. Oui, cependant, la majorité des chercheurs s'accordent quand même pour dire qu'il y aurait d'une part une grande influence liée au patrimoine génétique héréditaire, et d'autre part à une possible influence de facteurs extérieurs, multiples, pas vraiment définis, qui auraient pu induire ce type de dysfonctionnement au cours du développement physique d'une personne. Et effectivement, en disant cela, on dit que cela peut être à la fois inné ou acquis, et que donc, dans l'état actuel des choses, on ne peut exclure ni l'un ni l'autre. Et, comme les symptômes visibles ont pendant longtemps été constitués uniquement de constatations comportementales, sans la réelle présence d'anomalies ou de pathologies organiques flagrantes, prévisibles, quantifiables, eh bien, la communauté scientifique s'est un peu mise à patauger. C'est normal. C'est de la recherche. De l'exploration. Quand vous faites de l'exploration, vous ne savez pas toujours très bien où vous êtes, où vous allez, et parfois, vous vous perdez. Alors, à ce sujet, il va falloir que je fasse quand même une petite précision, car ce qu'il vient de dire n'est qu'à moitié vrai. Il existe des différences physiques, mais très peu ont été observées, et elles portent toutes sur des choses extrêmement pointues. Comme par exemple, on a découvert il y a quelques années une différence dans la taille d'une zone précise du cortex qu'on appelle sillon temporal supérieur. De la même manière, on a observé des anomalies sur les trajets des réseaux synaptiques utilisés par les impulsions électriques pour transporter l'information à travers le cerveau. Ces choses sont vérifiables par imagerie à résonance magnétique, les fameuses IRM. Mais comme ces examens sont extrêmement coûteux et donc difficiles à mettre en place sur des grandes échelles, et qu'en plus c'est nocif pour les nourrissons, eh bien l'étude de ces anomalies sont peu répandues et pas très utiles. Et surtout, ça n'explique toujours pas le pourquoi ni le comment. Et c'est donc dans le contexte de ce flou médical que les problèmes ont commencé à exister, car forcément, toutes les hypothèses et toutes les spéculations étaient envisageables, et elles ont à peu près toutes été faites. Et donc, comme je disais, pas mal de conneries ont été dites. Et faites. Au fil du temps, avec l'évolution de la psychiatrie et de la médecine moderne, les classifications liées à la problématique de l'autisme, et donc les traitements proposés, ont pas mal varié. Le fameux DSM a revu plusieurs fois sa classification sur le sujet depuis sa première parution, mais c'est le cas aussi du CIM,
La classification internationale des maladies, dont la dernière version date de 1994 quand même. Mais heureusement, une nouvelle est prévue pour cette année, youpi! Historiquement rapproché à différents troubles mentaux, comme la schizophrénie. Ah bon, la schizophrénie, vraiment? Le fonctionnement psycho-affectif des mères, des mamans, a pendant longtemps été tenu responsable par la psychiatrie des troubles de leurs enfants. Et donc, différentes thérapies de choc, ou voire des molécules fantaisistes, ont été administrées. Un peu au hasard donc, puisque, je le rappelle, on ne sait pas d'où ça vient l'autisme. Avec les dégâts qu'on imagine aisément dans la gestion sociale des personnes atteintes et des difficultés qu'on va engendrer dans le tissu de relations familiales. Évidemment, aller expliquer à une mère désemparée que si son fils fait des crises, se frappe ou ne parle pas, c'est parce qu'elle l'aime trop ou pas assez, parce que les deux ont été dits évidemment. Bravo la psychiatrie, bravo. Et ça, le traitement médicamenteux approximatif, c'était dans le meilleur des cas. Car dans la plupart des autres, la seule chose qui était proposée, c'était la mise à l'écart, l'isolement, l'enfermement dans un institut psychiatrique, qui dès lors se transformait en une espèce de placard géant, où toutes ces personnes en souffrance allaient gentiment attendre de se transformer en squelettes. Parce que c'est la place des squelettes, les placards. Et ces dégâts sont encore largement visibles dans certains pays où les mentalités et les structures d'État peinent lamentablement à inclure de manière harmonieuse et égalitaire les personnes autistes à l'intérieur de la société. Exactement comme pour tous les autres types de handicap d'ailleurs, hein. Personnellement, je vois dans ces difficultés perpétuelles une preuve supplémentaire de l'indécrottable tendance humaine à vouloir masquer et ostraciser les individus qui sortent de la norme et qui sont pour une raison ou pour une autre différents de la majorité donnée. Exactement comme le racisme, le sexisme ou l'agisme. Ce genre de conneries qui ont lieu chez beaucoup de gens malheureusement. Actuellement, les thérapies reconnues comme donnant les meilleurs résultats en termes d'évolution des capacités sociales sont majoritairement des thérapies dites comportementales. Néanmoins, elles s'accompagnent la plupart du temps d'un traitement pharmaceutique qui a généralement pour but de réguler les états d'humeur du patient. Mais oui, vous comprenez, le monde est déjà tellement violent, pas la peine d'en rajouter. Une autre information importante à savoir, c'est que, à ce jour, l'ensemble du corps médical s'accorde pour dire que le nombre de personnes diagnostiquées atteintes d'un TSA est en flagrante progression, jusqu'à atteindre un pourcentage de la population mondiale estimé entre 1 et 3%. Dit comme ça n'a pas l'air très joli comme score, mais écoutez bien. Bien sûr, l'une des raisons à cela est qu'avec les progrès des soins de santé modernes, ces diagnostics se font plus facilement, rapidement et efficacement qu'il y a de cela un siècle, période à laquelle on a seulement commencé à étudier et à classifier l'autisme. Mais il semblerait que ce ne soit pas la seule raison à cette courbe croissante. Effectivement, parce qu'entre-temps, nos conditions de vie, la qualité de notre alimentation, la pollution de notre environnement, tout ça a beaucoup évolué également. Et donc du coup, on se demande si ça n'aurait pas une certaine influence. Et pourquoi pas en fait, hein? Quoi qu'il en soit, cela veut quand même dire qu'à l'échelle planétaire, on parle d'une population de 70 à 210 millions d'individus, soit 6 à 20 fois la population du petit pays dans lequel je me trouve. Il a beau être petit, plat et très divisé, quand même. Donc, grosso modo, sur un panel de 3 classes d'école normalement constituées de 33,333333 élèves à l'infini, à minima, une de ces classes contient un élève atteint d'un TSA. Et potentiellement, chacune de ces 3 classes. Ah, ils sont partout! Oui, partout, chez les riches, chez les pauvres, en Afrique, en Asie, en Europe, au sud de la planète, comme au nord, partout. Et comme ils peuvent très bien arriver à devenir apparemment fonctionnels dans une société malgré leur autisme, oui, ils peuvent très bien y arriver. Mais ce n'est pas systématiquement le cas non plus, et ce n'est pas facile à faire, qu'on soit bien d'accord. Ça veut dire que n'importe qui, votre boucher, votre secrétaire, votre star de cinéma préféré, votre chauffeur de bus, la prochaine cosmonaute sur la Lune, ou n'importe qui, la personne derrière vous dans la file à la poste, n'importe qui est susceptible de l'être. De l'être sans que vous ne puissiez directement vous en rendre compte. Voire de l'être sans que eux-mêmes ne soient au courant. Oui, parce que l'attention soutenue de la médecine sur cette condition particulière date des années 70, 80 au mieux, c'est récent,
Et que cette attention est particulièrement focalisée sur le dépistage chez les jeunes enfants, mais pas chez l'adulte. Donc si vous avez plus de 40 ans, votre père, votre frère, ou vous-même, êtes susceptible de l'être sans le savoir. Et ça, c'est exactement la question que je me pose à mon sujet depuis 3 ans maintenant. 3 ans, voire depuis toujours en fait. Parce qu'en fait, une bonne chose à savoir dans la catégorie des handicaps, tout type de handicap confondu, c'est qu'on considère généralement que 80% de ceux-ci sont invisibles. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le déceler sans pratiquer un examen médical approfondi. Et que donc, on peut également en être porteur sans en être conscient. Parfaitement, et il y a même un mot pour désigner ce phénomène, ça s'appelle l'anosognosie, et ça arrive généralement aux patients atteints de troubles neurologiques. Bingo! Oui, alors vous me direz, quelques dizaines de millions d'individus atteints sur presque 8 milliards d'êtres humains sur la planète, c'est quand même pas grand-chose. Mais ce serait bête. Complètement stupide même. Heureusement que vous ne l'avez pas dit, Oui, ça serait d'autant plus idiot que se dire que cette condition, qui justement, on l'a vu, altère la qualité du rapport social, n'intéresse que son porteur. Parce qu'en fait, dans un rapport social, il faut au moins être deux. Et il ne faut pas être grand clair pour se dire que ce qui va affecter l'un va très probablement affecter l'autre également. Et que donc, si vous incluez dans ce chiffre, ne serait-ce que son réseau social proche, comme par exemple ses 2 parents, son frère ou sa sœur éventuelle, ou ses grands-parents, sans même aller jusqu'à son employeur ou son médecin traitant, qui restent quand même des personnes de référence au cours d'une vie, non? et que vous y ajoutez toutes les personnes qui ne sont pas encore diagnostiquées, on se retrouve avec un chiffre qui est là beaucoup plus important en fait. Une dernière chose utile à savoir sur l'autisme est que la prédominance du diagnostic suivant le genre masculin et féminin est de 3 pour 1. C'est-à-dire que pour 4 personnes diagnostiquées, 3 sont des hommes et une seule une femme. Eh oui mesdames, désolé, l'égalité c'est pas encore pour ce coup-ci. On ne sait pas non plus vraiment pourquoi, mais simplement on constate que, probablement pour différentes raisons socioculturelles, Comme par exemple le fait que les conventions sociales soient plus présentes et envahissantes dans le quotidien des femmes, et que donc elles apprennent plus rapidement que les hommes à donner le change en société. les femmes sont moins souvent diagnostiquées et généralement le sont plus tard au cours de leur vie. Mais en définitive, on ne sait pas très bien non plus pourquoi. On n'étudie pas beaucoup ça. Ça n'intéresse pas tellement les gens. Ou en tout cas moins que le football. Voilà pour l'autisme. En gros, en très très gros. Parce qu'évidemment, il y a plein d'autres choses à dire sur le sujet, mais on va pas pouvoir parler de tout maintenant, et que donc certaines choses seront développées dans des épisodes ultérieurs. Il paraît que nous vivons à l'ère de la communication. Oui, en effet, les moyens de communication ont beaucoup évolué de ces temps-ci. Concernant la communication, donc, je ne devrais avoir qu'à vous rafraîchir la mémoire, car, en théorie, vous avez étudié le schéma de la communication durant votre parcours scolaire. Oui, c'était mon cas quand j'étais gamin, mais à mon avis, je n'ai pas compris toute l'importance du truc. Mais, comme tout le monde n'a pas fait d'études, ou n'a pas très bonne mémoire, ce schéma de communication, donc, que vous êtes censé connaître, s'appelle le schéma de Jacobson, du nom de son inventeur, Roman Osipovitch Jacobson, un linguiste russe du XXe siècle. Dans sa version simplifiée, ce schéma contient 3 éléments. 1. Le destinateur, c'est celui qui émet, qui déclenche la communication. 2. Le message, c'est le sujet de la communication, l'information à faire passer. 3. Le destinataire, c'est le récepteur, celui qui reçoit l'information. Dans sa version presque complète, on distingue aussi 3 autres éléments qui viennent s'y ajouter. 1. Le contexte, c'est le milieu de référence, les connaissances liées au message de la communication. 2. Le contact, c'est le canal physique de la communication, comme la voix, ou le regard, ou la gestuelle. 3. Le code, c'est la technique de communication utilisée, comme la langue française ou anglaise, le morse, le sémaphore ou encore la langue des signes. En adjonction, on peut également classifier les communications en 3 catégories simples. Les communications interpersonnelles, entre 2 personnes. Genre entre lui et moi, par exemple. Oui, enfin,
entre deux personnes différentes, vous avez compris quoi. 2. Des communications de groupe, de un ou plusieurs émetteurs à plusieurs récepteurs, mais ciblés de manière assez précise. Comme la célèbre ménagère de moins de 50 ans. 3. Les communications de masse, de un ou plusieurs émetteurs à de très nombreux récepteurs, pas ou très peu définis. Ouais, bref, tout le monde ou presque. Bon, c'est encore un peu plus compliqué que ça, mais je vais pas aller plus loin sur le sujet, je vous en parle uniquement parce que je vais probablement utiliser ces termes pour vous définir précisément les trucs et astuces que je vais vous présenter. L'impact de l'autisme sur la communication peut se faire de différentes manières, et comme je l'ai dit plus tôt, il existe une grande variation dans les degrés d'atteinte des modes de communication chez l'autiste, qui va pouvoir varier depuis le mutisme le plus complet à la logorrhée verbale presque incessante. Quelque chose me dit que c'est plutôt ton cas, non? De la manière dont je le perçois, la communication est tributaire non seulement évidemment des capacités cognitives d'une personne, mais également de son état émotionnel. Un peu comme le bégaiement qui apparaît chez certaines personnes sous le coup d'une émotion vive, alors que la plupart du temps, ils sont tout à fait capables de s'exprimer de manière fluide. Et pourtant, ils sont à 100% du temps bègues. Du coup, quand on perçoit un dérèglement du langage ou du comportement d'une personne autiste, typiquement dans un moment de crise, il est à mon sens extrêmement judicieux de se placer dans son contexte psycho-émotionnel afin de résoudre cette crise en utilisant son propre code de communication à lui. On va donc essayer de faire fonctionner les connaissances que je vous ai expliquées plus tôt, afin de mieux comprendre et de mieux gérer les difficultés liées au mode de communication particulier des autistes. Ça, vous savez tous ce que c'est. Oui, parce que même si vous n'êtes pas parent vous-même, vous avez certainement un point de vue sur la manière dont vous avez été éduqué, non? Il faut savoir que le terme parentalité est un néologisme récent. Du coup, ce que tu viens de dire, c'est un pléonasme, parce que néo et récent, ça veut dire la même chose, donc du coup, pléonasme. Qui désigne à la fois le fait d'être parent et la fonction d'éduquer un enfant. Malgré la simplicité de la définition, c'est un sujet extrêmement vaste et complexe, d'autant plus que c'est ici en relation avec l'éducation d'un enfant autiste qui, par sa nature même, va demander à ses parents des efforts constants et soutenus et va les obliger à sortir des sentiers battus et à dépasser le cadre des schémas éducatifs traditionnels. Une des preuves flagrantes sur le sujet est le nombre d'enfants autistes dont les parents ont finalement opté pour une scolarité à domicile ou pour une école à pédagogie différenciée, voire encore directement dans une école spécialisée. Être parent n'étant déjà pas quelque chose d'évident ou de facile pour tout le monde. Je sais bien, vous me direz, la nature, la fonction de reproduction, tout ça, mais en fait, non, je ne pense pas que devenir parent soit particulièrement facile. Certaines femmes, par exemple, alors qu'elles sont considérées universellement comme le symbole de la transmission de la vie, grâce à notre société patriarcale, certaines femmes ressentent parfois une forme d'incompétence ou une absence complète d'envie par rapport à la maternité. Et pourquoi ? Et puis surtout, qui sommes-nous pour juger de la réalité de ces sentiments ? Les parents d'enfants autistes vont devoir encore plus souvent que d'autres aller chercher ailleurs que dans les référents classiques des outils et des conseils pédagogiques. Et c'est justement ce que je me propose d'offrir à travers ce vlog. Mais à vrai dire, ce n'est absolument pas l'apanage uniquement de l'autisme. Dès qu'une petite particularité fait son apparition chez quelqu'un, la question de son adaptation se pose, que ce soit l'adaptation de l'individu ou de la société qui l'entoure. C'est vrai pour tous les handicapés, physiques ou mentaux, c'est vrai pour les obèses, les nains, les personnes de petite taille, on t'a dit. Pour les artistes, pour les ours polaires dans les zoos européens, pour les cosmonautes dans les stations spatiales, et ainsi de suite. Et c'est exactement pour ça que l'on râle sur les classes surpeuplées, sur la standardisation des manuels scolaires, et que l'on peste à chaque fois que notre individualité propre, ou celle de quelqu'un qui nous est proche, rentre en contradiction avec la masse sociétale qui l'entoure. Parfaitement. Par contre, s'il s'agit de quelqu'un que l'on ne connaît pas, la plupart du temps, eh bien, c'est retour à la règle générale. Tout le monde s'en fout. Et on peut encore dire ça ? Tout le monde s'en fout, c'est pas une marque déposée ? On s'en fout. Tout, absolument tout dans la société contemporaine nous pousse à nous conformer à des standards, à nous lisser, à nous polir pour nous faire entrer sans friction dans le moule sociétaire. Or, rien n'est plus beau que la diversité. Rien n'est plus beau que les choix que nous faisons. Rien n'est plus unique qu'une vie humaine.
Et cette opposition-là, celle de l'individu face à la société qui l'entoure, comme n'importe quelle autre minorité, l'autiste et ses parents y sont confrontés quotidiennement. Cela devient, à mon sens, l'un des enjeux principaux de toute leur existence. Car c'est aussi ce qu'il y a de plus tragique dans la notion de handicap, c'est, d'une certaine manière, cette restriction des choix de possibilités de vie de la personne qui en est atteinte. Et la restriction de ces choix, quand on parle d'une population, c'est du ressort de la classe politique de légiférer. Mais cela impacte in fine la condition humaine. Et le respect de la condition humaine, c'est un droit fondamental. Oui, mais ça ne vous donne pas le droit à être égoïste, hein. Le respect de l'individu et l'égoïsme, ce sont deux choses très différentes. Le respect de l'individualité, c'est dans les droits de l'homme. Tandis que le droit de l'égoïsme, ça n'existe pas. Faut arrêter avec ça, les gens, quand même, hein. Et le droit à l'individualité, le droit à la reconnaissance et au respect de ses spécificités propres, c'est probablement une des choses les plus universellement et largement bafouées de notre époque. De nos jours, vous pouvez encore et toujours être assassiné pour le simple fait d'être né différent. Oui, oh bah faut pas être défaitiste non plus. Avec un peu de chance, vous serez simplement insulté, intimidé ou spolié de vos droits. Ça va? C'est pourtant ce qu'il y a de plus fondamental à notre épanouissement en tant qu'être humain, ce respect de l'individu. Et cela devrait être primordial dans l'éducation de tous les enfants, parce que tous les enfants sont uniques. Et que l'enseignement, ce n'est pas uniquement fournir un ensemble de connaissances communes à chaque individu d'une société donnée, mais c'est aussi et surtout aider au développement de l'ensemble des capacités intrinsèques de chaque personne, pour ensuite rendre qualitatif son message et multiplier ses moyens d'expression et de communication. C'est faciliter l'éclosion de toutes les capacités intimes de nos enfants, celles qui vont les aider à évoluer et avoir un impact positif sur leur entourage, et pas juste leur apprendre les compétences nécessaires à pouvoir survivre ou produire sans faire de vagues. Parce que le respect, c'est lié à la connaissance, et que la connaissance, c'est lié à la communication, et que par rapport à la communication, nous sommes tous identiques. Nous en avons tous besoin. Alors ouais, évidemment, je vais vous en parler. Je vais vous en parler souvent même. J'ai même l'intention de vous en parler jusqu'à ce que tout le monde comprenne. Voilà. Alors d'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous et à la prochaine fois. Il vit dans un autre réel, revient de loin. L'enfant, comme tombé du ciel, c'est mon ange. Mon étrange. Il vit dans un autre réel, revient de loin. L'enfant, comme tombé du ciel, c'est mon ange.